Nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Encore une fois, si vous venez de vous joindre à nous, je vous salue chaleureusement. Je vous dis encore une fois merci de suivre cette émission. Je vous rappelle qu'il met l'accent sur les réalités africaines et black, ici même en Amérique du Nord. Et nous parlons également des sujets d'actualité qui concernent monsieur, madame, tout le monde. Nous avons avec nous aujourd'hui comme invité, nous parlons avec monsieur Blaise Harbouin. Nous parlons avec lui de cybersécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà été victime d'un hameçonnage ou encore de problèmes de cybersécurité, mais on a un homme très intéressant et très intelligent qui va nous en parler longuement. Bonjour monsieur Harbouin, comment ça va? Très bien, et vous, monsieur Gaga? C'est un plaisir, merci en fait, nous recevoir chez vous, puisqu'on vient chez vous directement vous parler de cybersécurité. Cybersécurité, tout le monde en parle, on a tous des problèmes. Moi-même, je dois vous dire que j'ai été victime de virus et autres. J'ai dû emmener mon appareil quelque part et on a dû tout enlever. Et puis bref, ça m'a posé des problèmes. Alors je sais que je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Et vous êtes avec nous aujourd'hui, je vous dis encore une fois merci. Alors je vais droit au but. Cybersécurité, on va la définir, ça veut dire quoi ça quand on parle de cybersécurité? Cybersécurité, je peux dire que c'est quand même un domaine des technologies de l'information et l'objectif principal, c'est d'assurer la protection de l'environnement numérique. Donc, cet environnement-là, il contient quand même pas mal de choses, c'est-à-dire c'est les politiques qu'on va mettre en place, c'est les bonnes pratiques, c'est les outils qu'on va utiliser. Donc, cybersécurité, sécurité de l'Internet ou sécurité des réseaux, donc protection de l'environnement numérique. Et maintenant, pour protéger ça aussi, cybersécurité a ce qu'on appelle des objectifs à viser. Par exemple, vous allez surtout entendre parler en sécurité ou en cybersécurité, le triangle ou le triangle de la sécurité. Donc, il y a là-dedans 3 piliers. Il y a la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. Donc, quand on fait de la cybersécurité, c'est pour assurer la protection de ces 3 paliers-là. Probablement, on pourra revenir avec d'autres questions que vous aborderez avec moi. Qui fait la protection de la cybersécurité? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde ou c'est vous, les experts? Eh bien, en sécurité, on dit que l'humain, c'est le maillon faible. Donc, ça commence d'abord par moi, par toi. Maintenant, on a aussi nos bonnes pratiques à mettre en place. On a aussi des comportements à avoir. Mais si maintenant, on déplace le problème au niveau d'une organisation, d'une entreprise, donc c'est le rôle aussi des responsables de sécurité, des analystes ou des conseillers en sécurité de l'information de l'institution pour s'assurer que tous les systèmes de l'organisation soient protégés. Donc, c'est d'abord un travail humain, mais après aussi, il y a les outils qui viennent après, c'est-à-dire les technologies qu'on va utiliser pour s'assurer que c'est bien protégé. Les risques de cybersécurité. Quand on parle de risques en cybersécurité, ce qu'il faut bien comprendre, étant donné que tout à l'heure j'ai dit que les objectifs de la sécurité de l'information ou de la cybersécurité, en général, ce n'est pas des mots synonymes, mais on les utilise tout le temps un à la place de l'autre. On veut assurer la protection de ces 3 objectifs-là, mais de ça va découler aussi des risques qu'on appelle les risques de cybersécurité, désolé, ou ce qu'on appelle un cyber-risque. Eh bien, si je peux définir pour vous ça, c'est que un risque de sécurité ou un cyber-risque, c'est une probabilité qu'une menace exploite une faille ou ce qu'on appelle en d'autres mots une vulnérabilité. Et quand cette menace-là exploite la faille, donc ça peut causer des dommages pour une organisation, comme aussi ça peut causer des dommages pour l'humain, pour l'utilisateur. Vous avez parlé de probabilité. Quand on parle de probabilité, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement se produire. C'est probable. Est-ce que scientifiquement c'est calculé, je suppose, quand on parle de probabilité? Exactement, exactement. C'est la façon dont on le définit, mais ça ne veut pas dire pour autant le risque là, il va pas arriver, il va pas être matérialisé. On dit toujours aussi en TI ou en cybersécurité que le risque zéro, ça n'existe pas. Juste pour vous montrer que
notre travail en tant qu'expert, c'est de travailler pour les diminuer, pour les réduire. Mais Bon. malheureusement, les risques, ça va toujours exister. D'accord. Alors, on va parler ici maintenant de quelques exemples de cyberattaques les plus en vogue comme telles. On parle ici de tentatives d'hameçonnage, on parle ici de logiciels malveillants, on parle ici de rançongiciel. J'ai bien prononcé rançongiciel. Exactement. Pouvez-vous nous développer un peu plus là-dessus? Oui, ce que vous m'avez présenté là, les 3 exemples, c'est des cas de cyberattaque. On dit aussi des attaques informatiques, cyberattaques. Oui. Je vais encore revenir aux objectifs de départ, monsieur Henry, c'est que à chaque fois qu'on veut protéger, par exemple, la confidentialité, la disponibilité ou l'intégrité, c'est parce qu'il y a une menace qui est liée à ça. Si je prends l'exemple, par exemple, du premier élément que vous avez évoqué, qui est les courriels d'hameçonnage ou les tentatives d'hameçonnage, oui. on connaît ce que ça veut dire, c'est un acteur malveillant, c'est un pirate informatique qui essaie d'utiliser votre bonne volonté, votre belle conscience pour vous soutirer de l'information. Des fois, c'est de l'information pour aller faire un gain financier. Eh bien, cette attaque-là, ou cette tentative qu'on appelle la tentative d'hameçonnage, eh bien, c'est un risque ou c'est une menace qui est liée à la disponibilité, à la, disons, la confidentialité. C'est-à-dire, l'acteur malveillant, il va essayer de nous envoyer des courriels, il va nous envoyer des textos pour nous dire, par exemple, c'est quoi qui se passe ces temps-ci? On parle beaucoup de Covid. Eh bien, avec le Covid, il y a tellement de nouvelles menaces qui se sont créées. Eh bien, probablement, c'est un acteur malveillant qui dit, OK, le gouvernement donne des sous pour... je peux prendre l'exemple du vaccin, par exemple. Le vaccin, par exemple, là, c'est quelque chose que le gouvernement met de la pression pour que tout le monde puisse en aller se faire vacciner, en aller prendre. Donc, un acteur malveillant peut profiter de cette situation et puis envoyer des courriels pour dire aux utilisateurs, eh bien, maintenant, il n'y a plus, par exemple, là, on fait moins de confiance à AstraZeneca. L'acteur malveillant peut profiter de ça pour dire, nous, on peut vous donner, par exemple, Pfizer. OK? Et puis, en bien écrivant son courriel, il peut nous envoyer un lien pour aller vers ce site-là ou cette place-là qui va nous donner Pfizer. Et puis, à la fin de la journée, c'est juste pour nous voler des sous, de l'argent, pour nous voler de l'information confidentielle. Donc, cette attaque-là, qui est la tentative d'hameçonnage, c'est juste un moyen que l'acteur malveillant peut utiliser pour nous soutirer de l'information. Et des fois, c'est pour aussi avoir un gain financier. Maintenant, vous avez aussi évoqué le deuxième exemple, qui est Là, j'essaie de me rappeler. Le deuxième exemple, c'est... Je parlais ici de rançongiciel. Le rançongiciel, qu'on appelle en anglais aussi un terme anglais qui a essayé d'être traduit en français, qu'on appelle rançongiciel. Donc, vous voyez là-dedans rançon. Rançon, oui. Le rançongiciel, c'est une menace, c'est une cyberattaque qui est liée à la disponibilité. Donc, un rançongiciel, c'est un acteur malveillant qui envoie un lien, un courriel à un utilisateur qui contient un lien. Et puis, l'utilisateur clique sur le lien. Et puis, malheureusement, dans ce lien-là, c'est un logiciel qui va télécharger. Il pense que c'était quelque chose de correct, de bien normal. OK? Mais ce programme-là qu'il va télécharger, il va l'installer sur son ordinateur. Et puis, ce programme-là va chiffrer. C'est-à-dire, en général, c'est le terme français, là, chiffrer. Mais des fois, les gens utilisent pour dire, ils vont encrypter, mais c'est chiffré. Ils vont chiffrer toutes les données sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et puis, malheureusement, comme les données sont importantes à avoir accès, eh bien, l'utilisateur, alors, l'acteur malveillant demande de l'argent, c'est-à-dire une rançon, en échange de déchiffrer les données. Maintenant, qu'est-ce que l'utilisateur a comme problématique? Il veut récupérer ces données. Il se trouve maintenant entre la décision de savoir est-ce que je paie cette rançon-là pour récupérer mes données ou bien je les laisse partir parce que tout simplement, je ne suis pas prêt à dépenser cet argent-là. Et puis le deuxième que vous avez évoqué, qui est le logiciel malveillant. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le passé, c'est une forme de virus. On l'appelle logiciel malveillant parce que tout simplement, c'est un programme, c'est un code informatique, mais son rôle là, c'est pas de faire du bien. Par exemple, quand vous avez Word, Excel, tous les jours, monsieur, madame, tout le monde utilise pour accomplir des tâches, c'est un programme, c'est un logiciel. Mais le logiciel malveillant, lui, son rôle, c'est de s'installer dans le système, mais pour causer des dégâts. À ce moment-là, on parle de logiciel malveillant. Donc ça, c'est fait exprès de personnes que l'on ne connaît pas,
qui décide que lui, il se fait une job, il se fait un boulot, une business, et c'est ça qu'ils font à temps plein. C'est bien ça. Exactement. C'est des gars comme moi, là, c'est-à-dire qui sont passionnés des domaines des informatiques, du domaine, oui. exactement, qui connaissent comment monter un code malicieux, un code malveillant, qui cherchent un gain financier. Moi, mon domaine, si je peux m'appeler comme un hacker ou un pirate éthique, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent mieux se protéger. Alors, de l'autre côté, on trouve une personne, lui, qui dit on va utiliser les faiblesses dans les systèmes, on va profiter des mauvais comportements des utilisateurs pour leur soutirer de l'argent. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait pour la protection ici? Quelles sont les règles de sécurité pour la protection de notre navigation en ligne? Monsieur, madame, tout le monde, le grand public qui vous suit actuellement, ils sont comme moi-même, on est tous touchés là-dessus. On a des logiciels malveillants qui viennent nous emmerder. D'autres doivent changer d'appareil, des choses comme ça. C'est très agaçant et même des fois, c'est même dramatique dans certains cas parce qu'il y a des gens, justement, qui se sont déjà fait menacer et à qui on a demandé des sommes d'argent. S'ils ne remettaient pas cet argent, eh bien, on allait dévoiler, si vous voulez, l'histoire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites de ça à vous? Quels sont les règlements de sécurité? Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour éviter ce genre de choses? Écoute, la liste est quand même longue, mais je peux vous citer quand même quelques éléments. C'est que, en tant qu'utilisateur, si on veut mieux protéger sa navigation en ligne, il y a un ensemble de trucs qu'on doit respecter. Par exemple, là, il faut éviter de faire... alors, il faut faire la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est-à-dire... Les données qu'on va publier sur Internet, quand c'est des données qui concernent sa vie professionnelle, il faut quand même les garder à côté, c'est-à-dire ne pas les sortir de l'institution. Quand c'est sa vie personnelle, il faut aussi faire cette séparation. Est-ce qu'on va publier, par exemple, tous nos déplacements? Est-ce qu'on va publier le nouveau salaire qu'on vient d'avoir? Donc, plus on donne des informations personnelles ou confidentielles à un acteur malveillant, c'est plus on lui facilite la tâche. Oui, mais comment savoir qu'on donne l'information à l'acteur malveillant? Je vous cite un exemple bête, très simple. Yeah. Facebook. Nous voyons Facebook, les gens parlent de leur vie. Les gens présentent des photos. Moi-même, j'ai eu à présenter des photos de mes petits-enfants parce que j'en étais très fier, j'étais content. Les gens parlent indirectement de leur vie. Ah, je suis allé chez ma tante, chez mon oncle, on a mangé ci, ça. Les gens parlent naturellement de leur vie privée. Donc, selon vous, les hackers, ils suivent ça, c'est bien ça? Exactement. Ils enregistrent l'info. Exactement. C'est-à-dire, si vous avez un profil public, que ce soit sur Facebook ou dans un autre réseau social, mais il faut quand même se limiter, c'est-à-dire avoir un minimum de bon sens. C'est-à-dire, écoute, je dis, si vous avez un profil sur un réseau social comme Facebook, est-ce que vous êtes prêt à partager tout ce que vous voulez à des gens que vous ne connaissez même pas? Parce que les gens qui sont pas vos amis, même si c'est des gens aussi qui peuvent profiter, qui sont liés aussi à vos amis, ils peuvent les utiliser pour aller aussi chercher de l'information. Donc, le rôle de l'acteur malveillant, le rôle du pirate informatique, c'est aller creuser le plus de choses que possible. Je dis que il faut aussi avoir un minimum de vie sociale, mais quand même, il faut limiter. Un autre truc qu'on peut aussi ajouter, par exemple, tous les réseaux sociaux ont ce qu'on appelle ces temps-ci un paramètre qui permet de protéger ou d'activer la protection à la vie privée. C'est-à-dire des configurations qu'on va faire dans les settings, dans les paramètres de ce réseau social-là, Facebook, et puis ça va limiter les partages, ça va limiter les utilisations. Donc, en plus aussi qu'on a notre travail de sensibilisation à faire pour ne pas tout partager, pour ne pas tout dire ou pour ne pas donner à des heures exactement près à 100% tout ce qui se passe, mais aussi, il ne faut pas négliger à aller configurer les paramètres de vie privée dans ces applications-là qui nous permettent aussi de limiter les dégâts. Écoute, comme je vous dis, la navigation, la liste est longue. Par exemple, là, si je peux ajouter un autre élément, écoute, quand aussi vous naviguez, ça se passe pas seulement sur les réseaux sociaux, ça se passe aussi sur Internet. Donc, on utilise beaucoup, par exemple, de nos jours, les WhatsApp de ce monde, les Telegram, les Signal. Donc là-dedans, on reçoit beaucoup d'informations, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de liens, mais des fois, on partage les liens sans même prendre le temps de vérifier, sans même prendre le temps de vérifier la source. Donc,
ça c'est encore un autre sujet que vous, probablement que vous avez beaucoup entendu parler, qui concerne les fausses informations ou les fausses nouvelles. Donc il faut quand Ouais. même Les fake news. limiter, c'est-à-dire fake news, Les avoir un fake news. petit bon sens pour savoir exactement ne pas partager tout ce qui tombe sur les yeux, tout ce qu'on voit passer. OK, il faut aussi, quand on crée un compte dans un réseau social, on va créer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Mais ce mot de passe-là, il faut être sûr que c'est un mot de passe fort, c'est-à-dire un mot de passe qui contient, en général, certaines entités vont dire c'est un minimum de 8, d'autres dire c'est un minimum de 12 caractères. Mais il faut s'assurer que ces caractères-là, il y a là-dedans euh, quand on parle de mot de passe complexe là, c'est mot de passe complexe, c'est ce qu'il y a là-dedans, là, c'est-à-dire des majuscules, des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, des trucs comme ça, ok? Et puis là-dedans aussi, ce mot de passe là, on ne peut pas l'utiliser le même mot de passe dans tous les autres systèmes qu'on utilise. Donc, quand l'utilisateur ou quand l'acteur malveillant, il trouve ce mot de passe-là, ça lui facilite la vie parce qu'il sait, oh, c'est le même mot de passe sur LinkedIn, c'est le même mot de passe sur Facebook. Donc, c'est sûr que je vais l'utiliser pour trouver d'autres informations sur ce même utilisateur. Comme je vous dis, la liste est longue. Par exemple, si vous utilisez un ordinateur qui a un antivirus installé, il faut s'assurer que aussi la mise à jour est faite de façon automatique. Continuellement. Regardez pas les vieilles mises à jour parce que ça aussi, ça peut être utilisé par l'acteur malveillant pour prendre contrôle facilement de notre ordinateur. Dites-moi, le public qui nous a suivis attentivement, un sujet très intéressant parce qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir une dame ici, une de vos collègues, si je ne m'abuse, qui était déjà venue ici et qui s'intéressait également à la cybersécurité. Dites-moi, en gros, globalement, qu'est-ce que le public qui nous suit aujourd'hui doit retenir en matière de cybersécurité? Que d'abord que les utilisateurs, c'est-à-dire les gens comme vous et moi, on est les maillons faibles dans ce domaine-là. C'est-à-dire, les acteurs malveillants, ils vont toujours profiter de nos comportements, de ce qu'on publie pour nous soutirer de l'information. Donc, étant donné qu'on est le maillon faible, donc, il faut qu'on soit aussi très sensibilisé. Sensibilisé veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut être informé, qu'il faut se former, c'est-à-dire c'est pas seulement aller sur YouTube pour regarder des vidéos de musique, de savoir comment danser, mais aussi il y a des bonnes façons. Il faut s'informer vraiment. Oui. Il faut s'informer et c'est là-dedans qu'on apprend comment se comporter. En plus, que les gens peuvent regarder votre émission pour découvrir de bien d'indices, de bien de choses, mais aussi, il faut aussi se former à travers les chaînes comme YouTube. Et puis, si je peux terminer avec un dernier élément, c'est que l'Internet, heureusement, c'est ouvert à tout le monde, c'est public, ça a ses bons côtés, mais ça a aussi malheureusement ses mauvais côtés. Donc, il ne faut pas croire à tout ce qui nous tombe sous les yeux, il ne faut pas croire à tout ce que les gens nous partagent, parce que là-dedans, il y a plein de menaces, il y a plein de problèmes, plein de trucs malveillants qu'il faut les reconnaître et ça prend la formation, comme j'ai dit, la sensibilisation. J'avais juste une dernière question, ce n'est pas une question piège, pas du tout, avant de nous séparer. Dites-moi, quand on fait des achats en ligne, est-ce que c'est dangereux? Si oui, pourquoi? Oui, c'est dangereux si, par exemple, là, on ne prend pas la peine de vérifier l'adresse du site du vendeur. Vous savez, quand vous allez sur Internet pour aller sur un site marchand, ou bien vous cherchez l'adresse sur Google ou si vous connaissez l'adresse, vous le tapez directement dans la barre d'adresse. Mais si vous vous tenez juste compte de faire une recherche et puis le premier lien qui s'affiche, tout de suite vous cliquez et puis vous commencez à faire vos transactions sans même prendre la peine de vérifier l'adresse en haut là. Un site de marchand, c'est-à-dire vous allez faire une transaction commerciale, une transaction financière, c'est-à-dire vous allez utiliser votre carte de crédit ou votre carte de débit, et bien, il faut s'assurer que l'information que vous allez envoyer vers ce site-là, ce site marchand-là, eh bien, ces informations sont sécurisées. Mais comment on le voit? C'est-à-dire, dans le site web, j'ai parlé tantôt de l'adresse, eh bien, l'adresse aussi, il y a un petit cadenas qui dit que le site est sécuritaire. Donc, il ne faut quand même pas négliger que ce n'est pas tous les sites qui ont un cadenas qui veut dire que c'est un site sécurisé parce que l'acteur malveillant peut aussi utiliser le cadenas pour montrer que le site est sécurisé. Mais pour savoir bien que le site est protégé, que le site est utilisé pour faire de l'information, pour transférer de l'information confidentielle, eh bien, il faut s'assurer que la sécurité du site est aussi respectée.
Bien, je dois vous dire encore une fois, merci infiniment pour ces informations. Très franchement, merci beaucoup. Et je vais vous souhaiter encore une fois, Monsieur Arguet, une excellente journée et on se reparle donc très bientôt. Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir reçu sur votre plateau, monsieur. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Haïti Cybercon, c'est quoi? Eh bien, c'est une conférence qu'on organise en Haïti sur la sécurité informatique, ou si vous voulez bien, la cybersécurité. Pourquoi on a décidé d'organiser Haïti Cybercon? C'est simple. On sait c'est quoi les enjeux qui tournent autour de la sécurité informatique à travers le monde. Donc, on a décidé qu'au niveau de la région caribéenne et surtout en Haïti, on organise cette conférence pour sensibiliser les gens à cette question-là. Pour l'instant, on est à notre deuxième version. Et le thème qu'on a utilisé cette année, c'est la cybersécurité, défis et opportunités pour les pays en voie de développement. Donc, je suis Steve Waterhouse, ancien officier de sécurité informatique avec le ministère de la Défense nationale, participant au CyberCon 2018 à Haïti. C'est une opportunité de venir partager connaissances et expériences avec les gens d'Haïti et d'autres participants internationaux sur les enjeux de la cybersécurité, que ce soit de l'éducation, de la prise de connaissance des vulnérabilités et des attaques possibles sur le cybermonde, nous rend possible à ce moment-là de pouvoir échanger et de connaître les solutions pour améliorer l'environnement de cybersécurité qui nous affecte tous et chacun dans notre quotidien. Donc, j'ai jugé nécessaire d'intégrer le groupe cette année. Ils sont à leur deuxième édition, mais j'ai jugé nécessaire de les rejoindre parce que la cybersécurité, c'est très important. C'est très important. Il faut sensibiliser les jeunes, étant donné que pratiquement, je ne dirais pas la majorité, mais bon nombre de jeunes ont un téléphone. Et généralement, un smartphone, ils sont connectés. Donc, dès que vous êtes connecté à Internet, que ce soit par un smartphone ou un laptop ou autre, vous êtes concerné par la cybersécurité.